savez, c'est bien parce que vous avez touché le point même, le Grand Israël. C'est le projet du Grand Israël qui est en cours. Et ce Grand Israël avait commencé avec, de manière subtile, la question de la Somalie. Alors, c'est quoi la question de la Somalie? Il faut noter que la Somalie, c'est l'un des États multicentenaires c'est même un État millénaire, hein, parce que la Somalie, là, son autre nom, c'est Kouch, le pays de Kouch. Quand on parle de Kouch, donc de l'Égypte, c'est l'Égypte, effectivement, l'enjeu de l'Égypte. Il y a eu, dans la lutte contre l'Égypte originelle, il y a eu un travail de balkanisation, je peux vous dire. Mais moi, je dis l'expression, le mot juste, dans le cadre du morcellement d'un État, c'est la somalisation. Parce que la somalisation est venue avant la Balkan. C'est la somalisation d'un espace. Quand on dit qu'on somalise un espace, en fait, on le morcelle, on le déchiquette, on en fait un état de non-droit, une zone de Far West où les gens se recherchent avec les Colt et les Kalachnikov. Voilà comment on a somalisé ce territoire. Et on l'a somalisé parce que la Somalie, l'Éthiopie, l'Égypte, le Soudan partagent la même histoire. Mais il fallait déconstruire les consciences avec des conflits à répétition, déstructurer l'histoire, dépersonnaliser les individus et reconfigurer dessus des identités factices. Par exemple, aujourd'hui, quand vous demandez à un Somalien, quelle est ton identité? Il dit, je suis Somali. Et ils ont une mode là, sur la côte est africaine jusqu'à dans l'océan Indien. Ils ont une mode là-bas, quand ils ont été islamisés, ils disent qu'ils sont noirs. Noirs. Il y a même quelqu'un qui a chanté la noirab. Donc ils sont des noirs arabes. Et ce qui ne veut rien dire. Parce qu'ils ne sont ni des arabes, ni ce qu'ils pensent être. Ils sont simplement des noirs, ils sont des Africains. Les Somalis sont des Africains. Maintenant, c'est l'histoire du pays de Kouch qu'on essaye de déconstruire. Parce que la Somalie, ça a été un État très, très riche. Ça a été un empire. Il y a eu le royaume d'Adjoura. C'est un grand royaume qui a eu son temps, qui a fait son temps. C'est un grand royaume. Et dans ce royaume, vous avez des villes assez intéressantes, comme des villes comme Beira, hein, des villes comme Zeila. Zeila, c'est même une ville, une ville portuaire qui constitue aujourd'hui ce qu'on appelle Djibouti. Djibouti, c'est une excroissance de ce qu'on appelle ce territoire de la Somalie, du Somalie. Donc vous avez l'histoire du rayonnement de la Somalie qui aujourd'hui est perdue. Quand on demande aux Africains qu'est-ce que la Somalie, qui a encore en tête ce que c'est que la Somalie? On a ce petit morceau de terre là-bas à l'est de l'Éthiopie, sur la mer Rouge, où c'est devenu des hordes de barbares à l'histoire tronquée, à l'identité factice, hein, qui se disputent tous les jours. C'est ça, désormais, ce que les Africains perçoivent comme étant la Somalie. Mais c'est faux, c'est faux. La Somalie, c'est le grand pays de Kouch. C'est un morceau de Kouch. C'est les peuples kouchites. C'est l'Égypte. Donc, c'est nous, c'est notre histoire. La Somalie, c'est notre histoire. C'est l'enjeu de l'histoire de l'Afrique. Vous savez, on a souvent perdu notre sang-froid quand on parle de cette tentative de détruire l'histoire de l'Afrique. Surtout l'histoire de l'Afrique antique où la modernité a été inventée, la civilisation a été inventée. L'histoire de Kouch, l'histoire de l'Égypte, l'histoire de Kama, cette histoire-là, c'est ça qu'on veut. On veut détruire aujourd'hui avec des voyous comme Abdel Fattah al-Burhan. Des voyous comme ça. On veut détruire notre histoire. On leur paye pour faire venir des hordes de terroristes
qui sous le prétexte de pratiquer un islam, disent-ils, salafiste, comme s'ils sont les compagnons du pieux prophète. Hein. Quand vous dites que vous êtes les salafistes, donc les repreneurs, vous êtes, je ne sais pas, les copistes des al-salaf, les pieux compagnons du prophète. Vous là, vous copiez en quoi le prophète? Vous le copiez en quoi? En faisant vos guerres là, vous le copiez en quoi? Bon, c'est un islam tout à fait tiré par les cheveux. Donc, vous avez l'histoire de la Somalie, l'histoire de couches qu'on est en train de détruire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, non. Ça a commencé lorsque les Ottomans lorsque d'abord les Arabes musulmans, les royaumes arabes islamisés, ont conquis l'Égypte à partir du 7e siècle, la fin du 7e siècle. C'était juste après la mort de Muhammad. Les royaumes, et il faut le dire pour revenir dessus, les batailles qui ont suivi la mort de Muhammad n'avaient rien de bataille fondamentalement basée sur l'interprétation du Coran. Non. Ces batailles avaient un seul point d'ancrage. Il fallait récupérer le prestige et le rayonnement de Muhammad pour en faire un outil géopolitique. C'était ça l'enjeu. Les familles mécoises ont récupéré l'enjeu, ont récupéré Muhammad, et on dit que ils ont le droit de récupérer. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est leurs filles qui étaient les femmes de Muhammad. C'est leurs filles. Disent donc, les grandes familles, parce que j'ai toujours expliqué cette histoire. La dernière bataille de Muhammad a fait peur aux patrons, aux familles qui régnaient, qui étaient les oncles de Muhammad. Ils ont eu peur. Cette guerre qui a eu lieu la dernière bataille qui a eu lieu quand il était encore en exil, à ce qui va devenir aujourd'hui la deuxième ville, Médine. Cette bataille qui a eu lieu près de Médine, ce n'est pas parce que Muhammad, et ça je rappelle ça pour que les musulmans qui nous écoutent, qu'ils connaissent leur histoire. Muhammad n'était pas là-bas pour faire la guerre. Muhammad était méprisé par ses oncles paternels parce qu'il venait de la fratrie la plus pauvre. Et eux, ils ne considéraient pas qu'un pauvre comme ça devait utiliser des moyens aussi pour eux, c'était comme des moyens en dessous de la couleur, c'était de la ruse, de l'escroquerie. Ils disaient que, mais en fait, ce petit dit qu'il est, en fait, il veut devenir aussi un grand de la Mecque. C'est pourquoi il dit qu'il est un prophète. Il sait que, bon, naturellement, il n'a pas eu il n'a pas été gâté, mais là, il va faire un peu d'escroquerie avec la religion et ils ont dit non, mais tu sors de la Mecque. Si tu veux continuer ton affaire de Allah, tu sors de la Mecque. Ils ont chassé. Muhammad part chez ses grands-pères par alliance. Parce que son grand-père avait pris une femme de Médine. Il part chez ses grands-pères par alliance. Chez ses grands-pères par alliance, là-bas, il va se retrouver accueilli par eux. Mais ils vont se dire, ah, notre petit-fils vient quand même parce qu'il a des problèmes avec ses oncles paternels. Il a des problèmes là-bas. Ses oncles veulent le tuer. Et vous savez, les Arabes avaient dans leur tradition ce qu'on appelle des razzias. Les razzias, c'est une pratique purement arabe. C'est une barbarie. Quelqu'un se lève, il n'a pas de patrimoine. Il décide que, bon, Fabrice habite là-bas de l'autre côté. Moi, je vais aller là-bas, je le tue, je tue ces grands garçons. Ces deux enfants qui sont encore jeunes là, je les prends, ils deviennent mes enfants. Et son épouse, je lui donne le choix. Soit elle veut mourir, soit elle devient mon épouse. Mais ses richesses, tout m'appartient désormais. Et c'est un moyen d'enrichissement chez les Arabes. C'est pourquoi quand vous voyez ces gens faire du terrorisme, c'est tellement violent. Parce que d'abord, dans leur culture, elle est violente. C'est des gens qui, dans leur culture, ils sont déjà un peu trop sauvages. Donc, c'est des gens qui avaient la sauvagerie dans la culture. Donc, les Mécois avaient l'habitude d'aller faire les razzias à Médine. Et c'était une tradition. Et des gens donc quittaient la Mecque pour aller faire les razzias à Médine. Alors les Médinois, quand ils accueillent Muhammad, ils disent, bon, lui, ses oncles veulent lui faire la peau. Nous, si on l'accueille dans notre ville, quand ils viendront nous faire les razzias, ils vont nous exterminer. Mais le bonhomme, il s'est déplacé quand même avec ses fidèles. Il avait 200 fidèles. Bon, il s'est déplacé avec ses fidèles. Ces fidèles-là peuvent être une barrière.
Ils vont donc installer Muhammad à l'entrée de Médine, surtout dans le passage qui vient vers la Mecque. Pourquoi? Parce que pour eux, Muhammad doit devenir le bouclier ou bien la première victime des hordes de razzia qui viendront en direction de la Mecque. Voilà dans quoi Muhammad s'est retrouvé, voilà le sens de ces guerres. On appelle ça des guerres défensives. S'il ne défendait pas ses positions et celles de ceux qui l'ont suivi, il devait être tué. C'est comme ça que Muhammad a fait toutes ces guerres. Muhammad n'a fait que s'attirer les soutiens pendant ces guerres. C'est lorsqu'il a commencé à récupérer les soutiens qu'il est devenu puissant. Alors, pourquoi les Mécois vont lui ouvrir les portes? Muhammad ne rentre pas à la Mecque parce que, comme les gens ont romantisé l'Égypte, hein, on dit non, il a fait 3 ans, 5 ans, 6 ans d'exil et puis il est revenu. Non, 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 non. C'est très romantique. Muhammad revient à la Mecque sur la demande des patrons de la Mecque parce que la dernière bataille, Muhammad va battre son cousin qui était le prince de la Mecque et il avait des combattants, il avait rassemblé une armée. Quand l'armée, la véritable armée de la Mecque va être défaite aux abords de Médine, les Mécois prennent peur en disant que hey, si Muhammad a pu défaire notre grande armée, Muhammad peut décider de venir faire de nous des esclaves. Non, appelons-le. Par ruse, ils disent appelons-le. Et disons-lui que non, désormais, il n'est plus, on ne le chasse plus dans. Il peut venir faire son affaire de prophète. D'ailleurs, il va devenir le juge. C'est comme ça que Muhammad rentre à la Mecque et devient juge à la Mecque. On ne l'a pas. Il n'est pas sorti de là parce qu'un ange lui est apparu. Ses oncles paternels, par peur et par stratégie, lui ont dit viens. Viens t'asseoir. Parce qu'on dit il vaut mieux rester avec son ennemi très près. Hein? Ils ont pratiqué ça. Pardon, viens rester ici. D'ailleurs, même pour te montrer qu'on ne t'en veut pas, c'est toi désormais le juge ici à la Mecque. C'est comme ça qu'il devient juge. Muhammad arrive donc et il commence à avoir sa propre philosophie. Donc, ceux qui disent qu'ils sont les salafs, ils font quelle guerre défensive? Les gens viennent vous déranger, vous êtes chez vous, ils veulent vous tuer. Une guerre, aucune guerre qui ressemble aux guerres de Muhammad. Maintenant, pour continuer dans la même lancée. Donc ça veut nous dire que la Somalie traverse une forme de crise identitaire qui pourrait justifier la démarche d'Israël. J'explique parce que c'est Israël qui est derrière. C'est les sionistes qui sont derrière. L'islam va donc à la fin être partitionné en des royaumes. Ou bien l'islam va être récupéré par des royaumes. Les Mécois qui ont donné leur fille vont dire à Muhammad, vont dire quand Muhammad va mourir, il faut que désormais les dirigeants de l'islam soient des gens de la Mecque. Vous voyez un peu? C'était les grandes familles qui avaient chassé Muhammad hier. Maintenant qu'il est mort, on récupère ton affaire. Et son frère de sang, son cousin, Ali, lui, face à ça, il dit non, on avait une tradition, c'était d'élire le calife. Hein? Et quand ils vont s'asseoir pour élire le calife, on va élire Ali comme calife. Mais sauf que comme le précédent calife avait été tué, les gens vont considérer que non, c'est Ali qui a fait tuer ce calife pour prendre le pouvoir. Et ils vont donc les Mécois, parce que eux aussi, sachant qu'ils ne maîtrisent pas Ali, et que Ali ne vient pas de leur famille, ils vont nourrir une haine contre Ali. Pour sa sécurité, Ali va fuir, aller se retrouver à Koufa. Koufa, c'est en Irak. Il se retrouve à Koufa, c'est comme ça que Koufa devient le siège de l'islam. Et c'est à partir de Koufa qu'il dirigeait l'ensemble. La dernière femme de Mohammed, Aïcha, va être dressée par ses pères de la Mecque pour aller faire la guerre à Ali, à Koufa. Elle va perdre cette bataille qui est la bataille du chameau. Elle va perdre cette bataille. Après avoir perdu, Ali, dans un élan de paix, va proposer plutôt qu'il y ait un accord. Et dans l'accord, il va accepter de résigner sa place de calife. Et quand il va résigner, il va être tué par ceux qu'on appelle plus tard, on appellera les Haridites. C'est les Haridites qui vont tuer Ali. Et donc, ceux qui sont restés fidèles à Ali, c'est eux qui vont continuer
dans la zone de Koufa et qui vont entrer en Perse également et qui vont développer leur islam là-bas. Et là-bas, les Perses vont comprendre la pertinence parce qu'ils ont vu une religion qui a pris de l'ampleur. Ils vont récupérer cette religion et l'installer au cœur du pouvoir persan. Cette religion sera donc l'islam chiite. De l'autre côté, l'islam qui est à la Mecque va se revendiquer de la tradition du prophète, ce qu'ils appellent la sunna. Tradition qui est factice, hein, parce que la majorité des hadiths qui sont parfois repris sont des hadiths qui ont été traficotés. C'est-à-dire que des individus restent et disent non, un compagnon du prophète avait dit ça. Et comme on dit que c'est sacré, il dit que ça devient sacré. Donc chacun a instrumentalisé cela. Et l'islam ottoman, parce que les Seljoukides vont être islamisés à l'islam mécois. Cet islam-là va garder cet ancrage, cette volonté d'hégémonie dans la zone. Les Ottomans vont s'appuyer sur cet islam-là pour commencer à conquérir donc, le Maghreb africain. C'est comme ça que les Ottomans entrent en Égypte. Et les Ottomans vont commencer à déconstruire la grande histoire de l'Égypte antique. Et pour s'attaquer au patrimoine culturel égyptien, ils vont lancer une offensive sur la Somalie. La grande offensive dont va commencer à partir du 7e siècle, à partir de l'Égypte, sur la Somalie. Au 9e siècle, ils vont réussir à implanter une base solide d'islam en Somalie. Et là, le grand projet de déconstruction de l'histoire de la grande Somalie va commencer. Mais ce projet va être stoppé par une chose. Parce que si vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe, si vous n'avez pas ça en tête, ça va être stoppé par une chose. De l'autre côté, l'Éthiopie, parce qu'ils ont pratiquement, ils ont beaucoup il y a les Afars qui sont en Éthiopie, qui sont comment on appelle ce pays juste à côté. Il y a les Afars, vous les avez en Éthiopie. Vous avez en Érythrée. En Érythrée, d'accord. Vous avez en Érythrée. Vous avez également dans d'autres pays là. Les Afars, c'est des ethnies, c'est les ethnies couchites. Et ces peuples-là vont être soutenus par d'autres peuples qui se reconnaissent couchites au niveau de l'Éthiopie. Et comme ça, il y a une grande bataille qui va partir de la fin du 15e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est le grand affrontement entre l'Éthiopie dans la défense de l'identité et de la culture authentique des Couchites face à la montée en puissance de mouvements dits musulmans qui sont en fait des volontés hégémoniques de la culture islamique ottomane. Parce qu'il faut bien savoir que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Égypte ou en Libye, c'est la culture islamique ottomane qui prévaut. C'est d'ailleurs pourquoi vous avez un fort hanbalisme dans cette zone-là. Parce que c'est le mouvement le plus puissant au niveau de la Turquie. Donc, cette guerre au 19e siècle va être doublée d'une autre guerre. La guerre coloniale. Vous allez avoir les rivalités portugaises, les Portugais qui vont vouloir conquérir, donc à partir même du 15e siècle, vous avez les Portugais qui vont vouloir coloniser la côte de l'Est africain, les Britanniques qui vont également venir là, et puis au 19e et au 20e siècle, les Italiens. Les Italiens d'ailleurs, qui vont réussir à s'implanter sur une partie de l'Éthiopie, la partie qu'aujourd'hui on appelle ce pays-là, nous étions l'année dernière, l'Érythrée. L'Érythrée. Donc, les Éthiopiens vont s'y implanter. Donc, voilà, de manière d'abord historique, le cadre. Il y a une sédimentation d'un ensemble de conflits qui sont venus structurer de nouvelles identités et déconstruire l'identité originelle des peuples qui sont là-bas. La guerre, telle qu'elle se passe, c'est quoi? Aujourd'hui,
Cette guerre, c'est une guerre qui est alimentée dans la continuité de toutes ces guerres coloniales. Elle est alimentée par les États-Unis et avec en fond sonore les sionistes. Que veulent les États-Unis? Dans la zone du Somaliland, on a, dans l'Ogaden, on a répertorié d'énormes réserves de gaz et de pétrole. D'ailleurs, ce relief-là et les richesses en gaz et en pétrole, vous les avez à partir de l'Ogaden jusqu'en Mauritanie là-bas, jusqu'au Mozambique, à Cabo Delgado. D'ailleurs, il y a une grosse relation entre la Somalie et le Mozambique, parce que beaucoup de villes mozambicaines sur la côte ont été influencées à partir du XIIe siècle par l'évolution de l'empire de la Djoura, qui était en fait un empire, l'empire somalien. Donc, vous avez une grosse influence culturelle de la Somalie qui redescend au Mozambique. Et les États-Unis, dans leur volonté aujourd'hui, veulent contrôler l'ensemble des ressources du gaz et du pétrole de cette zone. Deuxième enjeu qui se pose, c'est le contrôle de la route commerciale la plus importante en matière de transit des produits pétroliers, c'est-à-dire le Golfe d'Aden. Voilà le deuxième enjeu. Et Israël, qui est une petite enclave là-bas, a toujours voulu avoir un pied dans ce qu'on appelle la mer Rouge. Pourquoi? Parce que ce pied sur la mer Rouge lui permet d'entrer dans les grands enjeux de contrôle aussi de cette zone de transit international du pétrole et du gaz. Et surtout, Israël lance une chose. Israël se dit, mon grand rival, l'Iran, a aujourd'hui une marge de manœuvre assez élevée du fait de sa capacité à naviguer sur des zones où je n'ai aucune atteinte. Et aujourd'hui, Israël lorgne ces positions-là pour avoir la capacité aussi de faire pression sur l'Iran. Donc, vous avez cet enjeu. Maintenant, dans la logique du Grand Israël, c'est quoi? Le Grand Israël, c'est l'Israël qui se... Est-ce que Israël ne profite pas d'une forme de vide juridique? Parce qu'il y a un référendum qui a quand même eu lieu, même s'il n'a pas été reconnu par la Somalie. Il y a qu'une communauté, du moins cette nation reste assez silencieuse quant à la suite à donner, notamment à cette affaire-là. Personne ne dit rien. Pourtant, la Somaliland est véritablement organisée. On a un gouvernement, il y a une monnaie, il y a une capitale. C'est connu de tous. Oui, mais vous savez, le Somaliland est un État qui a été promu par les États-Unis. D'abord, il faut le savoir. Hein? Ça a été promu. La première intervention humanitaire, donc la première ingérence sur un territoire dans le monde, vous savez où ça s'est passé? Non. En Somalie. En 1993. L'intervention militaire américaine. L'intervention militaire américaine. Mai 1993, l'ONU va voter une résolution pour permettre qu'il y ait une intervention. C'est la première ingérence dans le cadre des Nations Unies qu'on va vivre. Et cette ingérence va déboucher sur la somalisation. C'est-à-dire la déconstruction de tout ce que Siad Barre avait tenté de faire. Maintenir l'unité du pays. Et les États-Unis, pourquoi ils vont accroître la somalisation? Parce que leur volonté, c'est que des groupes, et c'est d'ailleurs le plan qu'on a fait sur l'Afrique, c'est que des groupes tribaux, des groupes ethniques deviennent les interlocuteurs des États et des multinationales. Voilà ce qui crée le Somaliland. C'est qu'un groupe ethnique devient l'interlocuteur en matière de ressources naturelles des multinationales et des États-Unis. L'intervention des États-Unis, ça avait déjà été une défaite, vous le savez. Ils avaient 20 500 personnels en Somalie en 1993. En octobre, lorsqu'ils partent de Somalie, ils se retrouvent, ils sont en débandade parce qu'ils ont perdu 2 hélicoptères Black Hawk. Et ces Black Hawk, ça faisait 18 éléments le même jour. Les États-Unis ont déguerpi de la Somalie à cause de ça. Donc, après cette intervention, les sionistes qui sont aux États-Unis se sont dit, pour récupérer les ressources naturelles de la zone que vous appelez Somaliland, il faut accroître les mouvements. Non, sécessionnistes, c'était
Eux là, ils se sont déclarés dès 91. Tout à fait. Mais il faut accroître l'ingouvernabilité Au sein de la Somalie. Et puisque le mouvement sécessionniste dit qu'il préfère se séparer parce que d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, la Somalie ne connaît pas une forme de stabilité. Ils se vantent d'ailleurs d'avoir une forme de stabilité chez eux et donc ne voudraient plus. Qu'est-ce qui va donc se passer? La majorité des mouvements qui font les guerres en Somalie auront des affiliations avec les mouvements comme les talibans, Al-Qaïda, qui sont pour la plupart des mouvements, les talibans, les talibans, avec Al-Qaïda, qui, elle, est une organisation qui est une création de la CIA et du Mossad. Vous voyez un peu? Donc, c'est Israël même qui fabrique l'insécurisation de la Somalie. Déconstruit la Somalie, la rend ingouvernable, il crée le chaos. Et, en contrepartie, renforce une petite enclave qui, elle, va revendiquer son indépendance. La Somalie, nous n'avons pas prêté attention, la Somalie préfigurait les Balkans. Tel qu'on a vécu au Soudan. La Somalie préfigurait le Sahel. La Somalie, si l'Afrique avait eu des analyses géopolitiques éveillées comme nous le font aujourd'hui, on aurait compris depuis que le cas somalien devenait un cas d'école, que l'impérialisme allait appliquer sur beaucoup d'autres territoires. La Somalie, c'est la Libye. La Somalie, c'est ce qui voulait arriver au Cameroun. Et la Somalie préfigure ce qu'on est en train d'envisager sur la RDC. Déconstruire la RDC, déconstruire les identités, et puis reconstruire là-dessus des sécessionnismes qui, eux, vont s'inventer de nouvelles identités. Donc, le Somaliland que vous voyez, c'est un projet qui a très bien été pensé dans les arcanes du Mossad et de la CIA. Le Somaliland, c'est une fabrication de l'AIPAC. Quand vous lisez toutes les revues de l'Atlantic Council sur la Somalie, ils aboutissent toujours aux conclusions suivant lesquelles seule une partition du territoire en des petits États pourra ramener une certaine sécurité là-bas. Or, s'il y a déjà partition en petits États, c'est quoi? C'est un morcellement qui va aboutir à des territoires assez faibles, à un État qui n'existe plus. On ne parlera plus de Somalie. Donc, nous sommes en train d'assister à la concrétisation d'un projet. Et nous avons cité un ensemble de réalités que Israël veut satisfaire. Mais le grand enjeu pour les États-Unis, ce sera le grand contrôle des ressources de gaz et de pétrole, ainsi que des routes stratégiques du Golfe d'Aden, qui partent de la Somalie jusque là-bas en bas au Mozambique, et même au-delà, c'est-à-dire en allant vers les Comores. Ils veulent contrôler toute cette zone pour désormais être les véritables shérifs de la planète. Mais nous savons une chose, ce projet va échouer. Ce projet va échouer parce qu'à partir du moment où il a été déconstruit, il y a des Somaliens qui vont écouter cette émission et il y a des Somaliens patriotes qui vont faire comme le capitaine Ibrahim Traoré. Ils vont prendre leurs responsabilités. Ils vont monter une armée patriotique, parce que c'est ça la solution somalienne. Une armée patriotique, et ils vont ramener l'unité de la Somalie. Merci.